alaikum les microbiotes, Ouga Ouga au clan. Vous êtes avec le doc. On va se retrouver pour une vidéo sur... comment dire, une vidéo qui va, pour moi, qui explique pourquoi les musulmans les ont laissés rentrer massivement en France. Pour en faire des boucs émissaires. Hein? Dans un premier temps, ils ont voulu les faire bosser, mais tout se résume par bouc émissaire. Et c'est dommage puisqu'on est une communauté, donc on représente une force. Et ils le savent. Voici un contrôle d'attestation à Aubervilliers. Ramatoulaye, 19 ans, vient de recevoir un coup de taser dans la poitrine. La suite de l'interpellation lui vaudra 5 jours d'ITT. Le médecin qui l'a examiné a constaté des hématomes, des blessures à l'épaule gauche, au poignet droit, sur sa cuisse, des blessures dues selon la victime au coup de pied qu'elle a reçu dans le fourgon, à l'abri des regards. On va aller voir ce qui se passe du côté de la Belgique, où des émeutes ont éclaté le week-end dernier dans le quartier populaire d'Anderlecht, à la suite du décès d'un jeune homme de 19 ans, Adil, qui a été percuté en scooter par une voiture de police. Alors... Confinement ou pas, les histoires se ressemblent. Celle de Ramatoulaye, celle du jeune homme blessé ce week-end à Villeneuve-la-Garenne, celle d'Adama Traoré ou de Liu Xiaoyao. Elle raconte toute l'impunité des policiers, et c'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. Alors, elle raconte tous l'impunité des policiers, certes, mais les trois noms qui sortent, c'est des musulmans. Et je pense que pour nous, c'est peut-être ça aussi qu'il faut observer. Cette police qui se permet et tout, qui est visiblement impunie, elle s'abat beaucoup sur nos quartiers et beaucoup sur les musulmans. Énormément sur les musulmans. Cette société athée, après avoir fracassé les chrétiens, fracassé les juifs, elle veut fracasser les musulmans. Ça vous rappelle pas un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Méditez. Ce week-end, des quartiers se sont embrasés en plein confinement. Ces quartiers, marqués par le chômage, la misère et le mal logement, vivent durement cette épidémie du point de vue économique et du point de vue sanitaire. Mais ce qui nourrit la colère ici et là, c'est la violence des contrôles de police. Rien de surprenant, rien de neuf, mais c'est particulièrement insupportable en cette période où tout le monde a affaire à la police, où tout le monde peut être contrôlé et où le contraste entre le traitement des uns et le traitement des autres est criant. Il y a des vidéos qui le montrent. Ce conducteur n'a pas pu imprimer l'attestation. Si possible, essayer d'avoir le bon formalisme. La légèreté avec laquelle certains habitants de Paris et des grandes villes continuent de braver le confinement devient presque une insulte pour une partie de la population, celle qui vit depuis des années avec au ventre la peur du contrôle qui tourne mal. Ils l'ont défoncé. Beaucoup de Français ont découvert les abus de la police à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, ou un peu avant avec le mouvement contre la loi El Khomri, période Nuit debout, avec les tweets de David Dufresne ou les vidéos de Gaspard Glanz, ils ont découvert que la police mutilait, frappait, tuait parfois, qu'elle était couverte par sa hiérarchie, par les politiques, et que la machine était bien rodée. Violence policière. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Mais dans les quartiers populaires, on connaissait cette machine depuis longtemps. C'est le sujet du documentaire À nos corps défendants, sorti il y a peu et disponible sur YouTube. Ce docu de Yann Bay du collectif Désarmons-les revient avec beaucoup de témoignages sur les stratégies des flics pour échapper à toute sanction. La méthode est toujours la même et vous allez voir qu'elle a été appliquée à la lettre ce week-end à Villeneuve-la-Garenne. Rappelons les faits. Samedi 18 avril au soir, un motard de 30 ans a percuté la portière d'une voiture de police banalisée. Les policiers assurent qu'ils allaient descendre procéder à un contrôle et que le motard a foncé sur le chef de bord avant de s'encastrer de lui-même dans la portière et d'être projeté quelques mètres plus loin sur un poteau. Les habitants du quartier ont du mal à croire que la portière n'ait pas été ouverte intentionnellement par le commissaire au dernier moment pour provoquer l'accident. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord, la police va livrer toujours une version qui l'arrange. Les agents sont couverts par la hiérarchie et la préfecture fait un communiqué. Ensuite, elle charge la victime. S'il y a un casier judiciaire, c'est l'occasion de rappeler les condamnations, de jeter le discrédit sur sa parole. Sur le plateau d'Hanouna, par exemple, ces deux flics vont faire ça et ils vont le faire devant Amal Bentounsi qui vient parler ici de son frère Amine, abattu par un flic d'une balle dans le dos. Votre frère, est-ce qu'on peut recontextualiser les choses? Je sais pas pourquoi il courait, enfin je suis désolé. Alors, est-ce que je sais, votre frère c'était un fugitif, c'est ça?
recherché. Peu importe. Bah oui, peu importe, d'autant plus que là, la justice a tranché. Elle a condamné à 5 ans de prison avec sursis le policier reconnu coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais la justice, Assa Traoré, l'attend encore pour son frère Adama. On se bat face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups sont permis, et on continue à se battre face à cette machine de guerre qui va criminaliser mon frère. Les gendarmes ne seront plus des criminels, mais vont devenir les victimes. Mon frère va devenir le coupable alors qu'il est mort. Car les policiers portent plainte systématiquement contre leurs victimes. À Villeneuve-la-Garenne, ce sera pour rodéo urbain. Ça peut être pour outrage et rébellion, c'est même encore mieux. Très souvent, les violences policières sont dissimulées derrière des outrages et rébellions. Si une personne blessée porte plainte alors qu'il n'y a pas de preuves, les policiers se retournent contre elle en parlant d'outrage et de rébellion. La victime des violences devient accusée. Dans un tribunal, c'est la parole des policiers contre la parole d'un jeune qui ne fait pas beaucoup le poids. Expliquait en 2017 Didier Fassin, directeur de l'école des hautes études en sciences sociales. Les policiers vont jusqu'à demander des réparations, des dommages et intérêts que vont toucher les flics et qui vont pénaliser économiquement les victimes et leurs familles, particulièrement celles qui se battent pour obtenir la justice et la vérité. Il faut aussi intimider et pourquoi pas dissuader les témoins. À Villeneuve-la-Garenne, là aussi, une enquête a été ouverte pour outrage et insulte envers les forces de l'ordre. Cette enquête vise les gens qui, présents sur place, ont demandé des comptes à la police. Les gars, vous abusez. Sur la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Bavure policière, ma gueule, c'est là. L'État va couvrir la police, payer pour les avocats, le parquet va suivre et la machine policière et judiciaire va transformer les victimes et leurs familles en adversaires. Ce système, on le connaît depuis longtemps et il ne pourrait pas se perpétuer sans la complicité des politiques qui ont eux-mêmes identifié le problème mais ne font rien pour le régler. Mais c'est parce qu'ils ont à y perdre. Souvenez-vous de l'affaire Théo, ce jeune éducateur brutalisé et violé par des flics avec une matraque. François Hollande avait osé un geste fort, il s'était rendu au chevet de la victime. Nous avons aussi pensé monsieur, un jeune qui avait toujours été examiné pour un comportement exemplaire. Au moment où il était au chevet de Théo, les policiers de la France entière ont vécu ça comme une trahison profonde. Ah oui. Les policiers exigent maintenant un soutien inconditionnel. Les policiers ont des syndicats très droitiers, Synergie, Alliance, qui vont mettre la pression sur les politiques. Et c'est à la lumière de ce rapport de force qu'il faut comprendre la situation actuelle. L'impunité est organisée parce que plus que jamais, l'État bourgeois a besoin de sa police pour contenir l'exclusion des quartiers populaires, pour le défendre face aux manifestations des Gilets jaunes, des syndicats. Emmanuel Todd en parle dans son dernier bouquin. On a une police en liberté, c'est-à-dire qu'il n'est plus sous contrôle. Le gouvernement s'en est tellement servi pour faire cogner, avec les consignes qui vont avec, que la police aussi semble avoir pris son autonomie. Et la police comme institution a son idéologie sécuritaire, violente, attestée par des témoignages, par des enquêtes, il n'y a pas de doute là-dessus. Cette idéologie, un ancien policier l'a évoquée dans une émission de France Culture, Les Pieds sur Terre. Une idéologie raciste, quoi. Une idéologie qui vient en continuité justifier leur action. Enfin, il y a des références à Marine Le Pen qui sont constantes. Ils ont la sensation que quelqu'un de dur, quelqu'un de sérieux au pouvoir, quelqu'un qui prendrait vraiment les choses en main, qui a conscience des difficultés, arrangerait leurs problèmes. Et en attendant, eh bien, ils ont su se rendre indispensables et libres d'exercer leur métier selon leur vision du monde. Quand vous entendez parler de racisme systémique, c'est aussi ça. Le racisme des flics est intégré au système. Il joue un rôle, il est couvert et il est nié par les gouvernants. Alors même que c'est un vieux problème qu'on connaît depuis des décennies. La Fédération internationale des droits de l'homme évoque en des termes très directs le racisme endémique de la police française. Vous imaginez la suite, les syndicats de policiers crient au scandale. Pour eux, on utilise des incidents mineurs pour jeter la suspicion sur toute une profession. Mais la police est devenue un pouvoir dans le pouvoir, particulièrement sous Macron. L'autonomie de la police, son impunité, c'est ça qui fait dire à Todd qu'on est entré dans une phase de macrono-lepénisme. L'État a tellement besoin de la police qu'il la couvrira, quoi qu'elle fasse. Et plus les tensions politiques seront marquées, plus la police sera mobilisée. Toute critique du pouvoir aujourd'hui est gérée grâce à un traitement policier de ceux qui portent les critiques. C'est vrai pour les soignants, les syndicalistes, les quartiers populaires, les journalistes même. Ah, vous me touchez pas, monsieur. Je vous... Lâchez-moi, monsieur, vous êtes en direct. Je vous promets de la mettre dans nu. Ok, c'est bon, lâchez-moi, je me laisse faire. Je me laisse. Mais comment on sort de là? Une fois qu'on a mis ACAB en bio Twitter et qu'on a gueulé tout le monde déteste la police, comment on reprend la main? Assurément, pour que quelque chose de productif sorte d'une passion qui est traditionnellement dénoncée comme une mauvaise passion, eh bien il faut que cette haine soit dépassée. Alors, les gens qui ont observé par exemple les mouvements dans
dans les quartiers populaires de résistance, à ce qui est ressenti comme des formes d'occupation policière, à des vexations quotidiennes, décrivent bien en général le fait que le moment de la haine doit nécessairement être dépassé pour précisément donner lieu à la construction de quelque chose de plus politique. Eh bien c'est également ce que dit Assa Traoré. Le problème est politique, donc il faut y apporter une réponse politique. C'est ce qu'elle a fait quand elle a joint ses forces aux Gilets jaunes en 2018. Si la crise sanitaire que nous traversons paupérise et stigmatise encore davantage les couches les plus fragiles de la population, alors le pouvoir policier va s'affirmer de plus en plus. C'est inéluctable. Voilà pourquoi il faut lutter sur tous les fronts, contre les violences policières et contre l'horreur économique. Sur ces questions-là, la gauche de gouvernement a lamentablement échoué, incapable de comprendre que la violence des choix économiques de François Hollande et de son conseiller Macron marchait main dans la main avec la violence raciste et sécuritaire d'Emmanuel Valls. On ne peut pas rester dans cette situation parce qu'elle est explosive. Voir le pouvoir politique à ce point à la merci des flics et de leurs syndicats, c'est catastrophique. Voilà comment, à mon sens, le problème doit être posé. Est-ce que vraiment tous les flics sont des brutes racistes? Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? C'est pas le sujet. Est-ce que telle ou telle victime avait un casier? C'est pas le sujet. Faut regarder comment ces problèmes s'articulent, sortir des situations individuelles et voir ce qui fait système, comment, à qui ça sert tout ça. Parce que ce qui devient de plus en plus clair, c'est que l'extrême droite n'est pas aux portes du pouvoir. Elle est au pouvoir, dans la rue et dans les commissariats. Il faut qu'on trouve une réponse politique à cette situation. À lundi prochain. Donc, c'est intéressant. Et on voit bien que finalement, la réponse politique pour des musulmans de France, ça va être de s'organiser politiquement. Et pas de s'agglomérer avec des groupes qui ont une colère, peut-être face aux mêmes institutions, puisqu'on est tous finalement esclaves. Personne n'a choisi d'être citoyen français. Très peu de personnes ont choisi d'être citoyens français, peut-être à part des étrangers qui sont venus émigrer en France. Mais pour la plupart, ils n'ont rien choisi. Pour les parents des premiers immigrés, c'est une immigration économique. Il n'y avait plus rien. Il fallait bien bouger pour pouvoir survivre. C'était organisé. C'est un déplacement du capital, de masse humaine. C'est un déplacement de troupeau, c'est une une gestion. Maintenant qu'on est là, il faut qu'on s'organise politiquement.